You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain. Bonjour à tous et bienvenue dans le tout premier épisode de la série Pandemonium. Pandemonium, ce sera un petit peu la série complémentaire au Panthéon des héros, sauf que ça aura pour but de traiter des antagonistes ainsi que des anti-héros, parce qu'au final, je trouve qu'ils n'ont peut-être pas forcément leur place dans l'appellation Panthéon des héros, et du coup, Pandemonium, c'était un petit peu plus adapté. Après avoir traité de Guts, du coup, dans le Panthéon des héros, ça me semblait un petit peu inimaginable de ne pas parler de son ennemi de toujours, de la personne qui a fait ce qu'il est actuellement, à savoir Griffiths. Du coup, dans cette vidéo, j'ai également pris un tout nouveau parti pris qui est celui de, en plus de traiter l'histoire de sa naissance à ce que l'on connaît aujourd'hui, de parler également de l'aspect psychologique du personnage et peut-être de faire une petite analyse également personnelle que j'ai du personnage parce que je sais que le point de vue que j'ai sur Griffiths n'est pas forcément partagé par la majorité. En tout cas, je préfère quand même préciser que je ne suis pas psychologue, j'ai cherché des informations en ligne pour essayer de vraiment étoffer ce que je disais, mais c'est possible qu'il y ait des petites erreurs, j'ai essayé de pas trop utiliser de termes techniques justement pour pas me tromper. Mais voilà, donc je fais ce disclaimer là et j'en fais un deuxième qui est que évidemment cette vidéo va spoiler l'histoire entière de Berserk, de ce qu'on connaît à peu près du début jusqu'à la fin. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoiler l'histoire de Berserk, je vous conseille de ne pas regarder la vidéo et de aller lire ce manga parce que c'est un excellent manga. Et si vous vous en fichez et que vous avez déjà lu Berserk, bah bienvenue dans la vidéo. Tout d'abord, ce qu'on peut dire sur la jeunesse de Griffiths, c'est qu'on ne sait pas grand-chose finalement parce que Miura n'a pas encore écrit cette partie de son histoire et peut-être ne l'écrira jamais pour garder une part de mystère. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est né dans une famille très pauvre et qu'ils avaient déjà des difficultés pour s'acheter au moins du pain pour se nourrir. Ce que l'on sait cependant, c'est que Griffiths va très vite montrer dès son plus jeune âge des envies de grandeur, comme on peut le voir en avoir dans le temps passé et de ce qu'on connaît de lui, avec l'envie de gouverner son propre royaume. Il va hériter également d'un béhérit pourpre qui lui sera donné par une diseuse de bonne aventure, qui va lui prédire un avenir glorieux. Alors qu'il était qu'un adolescent, Griffiths forma la troupe du Faucon, accompagné de Pipin ainsi que de Corcus, un bandit. La bande s'agrandira progressivement et collectera de plus en plus de fonds pour mener des batailles. C'est dans ce contexte-là que Griffiths fit la rencontre de Casca, alors âgé de 12 ans, qui était sur le point de se faire violer par un noble local. L'homme sauva la jeune enfant en tranchant l'oreille du noble, prenant ce dernier de haut avec mépris, et il tendit une épée à Casca, lui indiquant de s'en servir si elle avait quelque chose à protéger. Casca récupéra l'épée et alors que le noble tentait de l'étrangler, elle plaça l'arme entre elle et l'homme, lui transperçant le torse. Choquée par son premier meurtre, Casca fut calmée par Griffiths et elle tomba en admiration pour son sauveur. Ayant tué le noble local, la jeune femme avait perdu toute possibilité de pouvoir rester sur ses terres, ainsi que de rejoindre sa famille, et elle prit la décision de rejoindre la troupe du Faucon, fascinée par Griffiths. Après ces événements, la troupe du Faucon fut engagée par Genon, un noble très haut placé de l'Empire Tudor. Cependant, le noble avait pour ambition de monter sa propre armée et d'écarter la troupe du Faucon, et pour éviter que de tels événements aient place, Griffiths prit la décision de vendre son corps à Genon afin d'arriver à ses fins, ses ambitions étant plus importantes que ça. Plusieurs années plus tard, la bande du Faucon atteint des sommets en se voyant chargée de la défense d'une garnison militaire qu'ils réussirent à sécuriser pendant 3 mois. La forteresse fut cependant perdue après la défaite de Basuzo face à un mercenaire du nom de Guts, mettant en déroute les soldats gardant les lieux et abandonnant le lieu aux ennemis. Une partie de la troupe du Faucon décida alors d'aller à la rencontre de cet homme mené par Casca, mais malheureusement les uns après les autres, ils tombèrent face à sa puissance, ne pouvant faire face à cet ennemi. Casca se retrouvant en danger, Griffiths se décida à intervenir et ne pouvant raisonner Guts, il fut contraint de l'immobiliser. Après son réveil, le chef de la troupe du Faucon essaya de convaincre l'épéiste de le rejoindre, l'homme ayant éveillé énormément d'intérêt auprès de Griffiths. Guts, complètement enragé d'avoir perdu face à Griffiths, accepta évidemment le duel, mais à une seule condition. Si jamais il gagnait face à Griffiths, il aurait la possibilité de lui infliger exactement la même blessure, et dans le cas où il perdrait, il accepterait alors de rejoindre la bande du Faucon. Griffiths accepta volontiers l'offre, souhaitant ardemment posséder Guts, et aimant prendre ce qu'il désirait par la force. Le duel fut rude pour les deux adversaires, mais au terme de celui-ci, Griffiths finit par disloquer le bras de Guts, et il se pencha alors sur lui, prenant son visage entre ses mains et déclara qu'il était le sien.
3 ans après que Guts ait rejoint la troupe du Faucon, Griffiths réussit à la tête de ses hommes à défendre le Midland et pour le remercier, le roi le fait passer chevalier. La troupe du Faucon est également engagée à plein temps dans l'armée du Midland pour se battre contre l'Empire Tudor. Grâce à ça, Griffiths réussit à se rapprocher de plus en plus de la noblesse du Midland qui l'apprécie énormément, et il réussit à concrétiser petit à petit son rêve de grandeur. Entouré de Casca et Guts, il réussit tout ce qu'il entreprend jusqu'à devenir chevalier du Midland. Lors d'une de leurs missions, Griffiths et Guts firent la rencontre de l'apôtre Zod. L'épéiste se retrouva blessé durant l'affrontement et l'apôtre empêcha toute fuite, séparant les deux hommes du reste de la bande. Le Faucon Blanc réussit à blesser la bête, mais malheureusement un coup le lança contre une colonne, le faisant tomber inconscient. Alors que l'apôtre était sur le point de l'achever, il vit pendre au cou de l'homme le béhérite pourpre. Surpris par cette découverte, il laissa la vie sauve aux deux combattants, prévenant Griffiths du destin funeste qui l'attendait. De retour à Virdam pour panser leurs blessures, Griffiths décida d'aller voir Guts afin de parler et de philosopher un petit peu de ce qu'ils avaient vu avec l'apôtre Zod, car il représentait en quelque sorte une anomalie par rapport à ce qu'il connaissait de ce monde. Cependant, Guts ne pouvait s'enlever une idée fixe dans sa tête vis-à-vis de son ami. Celui-ci l'avait en effet sauvé à de nombreuses reprises et parfois au péril de sa propre vie comme ce fut le cas avec Zod, et Guts ne pouvait se résoudre à comprendre cela compte tenu du rêve de grandeur de Griffiths et lui demanda donc pourquoi il faisait tout cela. Le Faucon Blanc se contenta d'éviter la question en reposant une autre à l'épéiste, lui demandant s'il avait besoin d'une raison pour faire cela. Peu de temps après ces événements, la bande du Faucon rencontra le roi du Midland ainsi que Julius, son frère, qui était à la tête des chevaliers du Dragon Blanc chargés de la protection du roi. Griffiths fait par la même occasion la rencontre de la fille du roi, la princesse Charlotte. Alors qu'elle passa à côté du Faucon Blanc, celle-ci trébucha et elle se retrouva dans les bras de Griffiths. Julius s'avança alors et frappa au visage ce dernier, prétextant qu'il était interdit de toucher à la princesse. Griffiths s'excusa, mais son intérêt pour Charlotte avait dès lors été éveillé, conscient de ce qu'elle pouvait lui apporter. Par la suite, Julius fut déchargé de la garde rapprochée du roi en faveur de Griffiths. Durant la chasse d'automne, le Faucon Blanc passa du temps avec la princesse Charlotte, parlant avec elle de la dépravation des hommes, mais alors qu'ils discutaient, le cheval de Charlotte fut effrayé et Griffiths partit à sa suite pour la secourir. Alors qu'ils se trouvaient tous deux à l'écart du groupe, Griffiths se fit tirer dessus avec l'aide d'un carreau d'arbalète empoisonné, et ce fut son béhérite pourpre qui le protégea. De par le mode opératoire, l'homme suspecta immédiatement Julius, et il demanda de ce fait à Guts d'aller assassiner l'homme. Alors que Griffiths discutait avec Charlotte de son interprétation de l'amitié et de ce qu'un vrai ami devait faire, la mort de Julius fut annoncée, Guts ayant réalisé sa tâche. Ce qu'il ne savait cependant pas à ce moment-là, c'est que l'épéiste avait entendu ce qu'il avait dit au sujet des amis, et qu'il en avait déduit que lui aussi n'était qu'un outil pour réaliser le rêve de Griffiths. Alors que la bande du Faucon Blanc se battait face au lancier lourd de la baleine bleue de l'Empire Tudor, Griffiths vit Casca et Guts tomber du haut de la falaise. Il souhaita immédiatement envoyer des soldats à leur recherche, ordre qui fut contredit par un noble qui combattait à ses côtés. Griffiths contourna cependant l'ordre en voyant immédiatement quelqu'un chercher ses deux amis, car il argumenta que Guts ainsi que Casca étaient tous les deux des membres indispensables de la troupe du Faucon. Après cette victoire, Griffiths fut invité au prochain conseil militaire qui avait pour but de déterminer le sort du fort d'Oldray qui était actuellement aux mains des Tudors. Alors que la majorité des militaires votaient contre l'idée d'aller reprendre le fort, Griffiths argumenta que si jamais le roi le lui demandait, il irait à ce moment-là sur place avec la troupe du Faucon et reprendrait le fort immédiatement. Le roi se tourna alors vers Griffiths et lui demanda si ce qu'il disait était vrai, et ce dernier lui répondit que si jamais il ne lui donnait que l'aide de la troupe du Faucon, il pourrait reprendre le fort sans difficulté et le ramener auprès du roi dans le royaume de Midland. Une fois sur place, Griffiths mit en place une stratégie ayant pour but d'affaiblir la forteresse, le Faucon Blanc devant charger de face pendant que Griffiths tentait de tuer le rhinocéros violet et que Casca infiltrait la forteresse en secret. Guts réussit avec difficulté à tuer le rhinocéros violet, frôlant la mort, et Griffiths se retrouva face à Guénon, le noble de l'Empire Tudor qui lui demanda une nouvelle nuit de plaisir avec lui. Griffiths déclina l'invitation, expliquant qu'il avait fait ça par le passé uniquement pour atteindre ses objectifs, et afin que l'homme ne divulgue pas ses informations, le Faucon Blanc le tua. Une fois revenu auprès du roi, Griffiths se faisait acclamer par la population locale qui appréciait énormément ce qu'il faisait pour le pays. Cependant, de par sa position de plus en plus importante auprès du roi, Griffiths avait conscience qu'il s'était fait de nombreux ennemis politiques et il souhaitait donc se débarrasser de ces derniers le plus vite possible et en un seul coup. Après avoir fait enlever la fille de Foss, le secrétaire du roi, il lui fit rassembler en un même endroit tous ses ennemis et ayant prédit qu'il se ferait empoisonner à ce moment-là par la reine du Midland, il prépara un mélange qui le ferait passer pour mort au moment voulu.
Au moment du bal, alors que le roi portait un toast à la fin de la guerre de 100 ans, récompensant la troupe du Faucon par le titre de chevalier du Phénix Blanc avec Griffiths à leur tête comme commandant, le Faucon Blanc but dans son verre et s'effondra sur le sol. Ses ennemis, ravis d'apprendre la nouvelle de sa mort, décidèrent de tous boire un coup à cet honneur pendant que Griffiths, dont les effets de la potion s'étaient dissipés, les enferma dans la tour auquel il mit le feu. Griffiths avait de ce fait tué tous ses ennemis d'un coup, y compris la reine du Midland, mais il fit passer ça de manière bien cachée afin qu'il ne puisse pas être suspecté. Il ramena alors sa fille à Foss, mais il eut à ce moment-là une once de doute quant à ses motivations et quant au fait qu'il se trouvait peut-être être quelqu'un de cruel, ce à quoi Guts se répondit que ça lui servait dans ses rêves et dans ses objectifs. L'événement qui va pour moi cependant marquer un réel changement dans les motivations de Griffiths, ça va être le départ de Guts de la troupe du Faucon Blanc. Un mois à peu près après les événements que je viens de vous raconter, Griffiths apprend la volonté de Guts de le quitter et il décide de ce fait d'aller le voir sur le champ. Il réussit à l'intercepter alors qu'il était sur le point de partir et le provoqua en duel, comme ce fut le cas durant leur première rencontre. Si Griffiths gagnait, alors Guts devrait rester, le Faucon Blanc ne pouvant se résoudre à se séparer de l'épéiste, mais s'il perdait, il aurait le droit de partir. Le résultat du combat fut cependant bien différent du premier affrontement car Guts réussit à briser la lame de Griffiths, partant en le laissant effondrer au sol. Complètement déboussolé et perdant ses repères, Griffiths décida de se glisser dans la chambre de la princesse Charlotte la nuit même, la séduisant et couchant avec elle. Le roi eut vent de ses actions et il le fit arrêter par les soldats du Midland pour trahison. En tant que châtiment, il fut enfermé dans la tour de la Renaissance où il fut torturé en permanence pour avoir trahi la confiance du roi. Griffiths finit par deviner le désir malsain du roi pour sa fille et le lui fit remarquer, critiquant également vivement sa manière de gouverner. Enragé, le roi annonça la sentence. Griffiths se verrait enfermé dans la tour pendant 1 an à subir toutes les tortures possibles nuit et jour de manière à le briser. Durant cette année, ses tendons et sa langue furent coupés, il fut écartelé et lacéré de toutes parts, ne lui laissant que de très rares répits durant lesquels il ne put tenir que grâce à ses visions et grâce à Guts. 1 an plus tard, l'épéiste accompagné de Casca, Judo, Pipin et assisté de Charlotte qui s'était éprise du Faucon Blanc, arrivèrent dans la tour afin de pouvoir le secourir. Au moment d'ouvrir sa cellule, Griffiths se jeta sur Guts afin de l'étrangler, mais se ravisa au moment de croiser son regard désolé. Après avoir tué le tortionnaire de Griffiths, la troupe du Faucon réussit à s'enfuir et à échapper aux soldats du Midland. Le groupe se fera poursuivre par les Bakiraka, des assassins envoyés pour tuer Griffiths, mais également par les chevaliers du Chien Noir. La troupe va réussir cependant à s'en sortir in extremis à chaque fois, mais ils se retrouvèrent finalement confrontés au leader des chevaliers, Viald, qui attrapa Griffiths par les bras et le souleva dans les airs, lui demandant d'activer son béhérite pourpre. À ce moment-là, on peut se rendre réellement compte des résultats de la torture qu'a subi Griffiths, n'étant plus que l'ombre de lui-même, incapable de se battre ou de parler et ayant perdu toute sa beauté d'antan. Se rendant compte que Griffiths ne possédait plus l'artefact, l'apôtre décida de le tuer, mais il fut intercepté par Zod, qui l'en empêcha. Il informa alors Griffiths à ce moment-là que le béhérite pourpre lui reviendrait bien assez vite, car toutes les personnes qui étaient liées à cet objet finissaient toujours par le retrouver. La troupe réussit à rejoindre la frontière du Midland et ils purent enfin faire un état des lieux des blessures de Griffiths. Ils se firent tous une raison, horrifiés par l'état de leur ami et ayant vu son visage derrière le masque. Alors que Casca venait voir son ami pour lui changer ses bandages, celui-ci tenta de l'embrasser et bien que la jeune femme résista, elle ne put s'empêcher de le prendre dans ses bras et de l'enlacer. Peu de temps après, Griffiths entendit Casca et Guts discuter de leur amour, ainsi que de la vision qu'avait Griffiths de l'amitié. La jeune femme demanda alors à son compagnon de partir le plus tôt possible afin de s'éloigner du Faucon Blanc. Toujours guidé par ses envies de grandeur, Griffiths réussit à rassembler suffisamment de force pour pouvoir diriger un cheval. Cependant, la calèche finit par sortir de la route pour terminer dans un lac, Griffiths s'envolant dans les airs avec l'impact. À ce moment-là, il entrevit un bout de vie avec Casca comme sa femme avant d'atterrir dans l'eau du lac. Il tenta alors de se suicider, ne pouvant plus supporter cette vie, mais ce fut vain, et c'est à ce moment-là que le béhérite pourpre fit son apparition. Le sang qui coulait du cou de Griffiths se glissa alors sur l'objet, laissant apparaître alors dans le ciel une éclipse et à l'horizon de nombreuses silhouettes. Griffiths venait d'activer le béhérite, déclenchant l'éclipse et appelant la main de Dieu. Après l'apparition de l'éclipse dans le ciel, Griffiths ainsi que la troupe du Faucon se retrouva entraînés dans une autre dimension. Alors que Guts aidait son ami à se relever sans comprendre ce qu'il se passait, les 4 membres de la main de Dieu apparurent alors, accueillant la bande au festin nocturne et informant Griffiths que son ascension en tant que la main de Dieu était prévue depuis longtemps par la causalité.
L'homme fut ensuite informé que pour renaître en tant que dieu, un sacrifice important était nécessaire. Griffiths fut alors entraîné dans les profondeurs de la conscience, d'où il se remémora sa vie, voyant le nombre de cadavres qu'il avait laissés derrière lui. Il arriva finalement à la conclusion que la seule personne qui était responsable de l'abandon de son rêve était Guts lui-même. Contre le sacrifice de tous ses camarades de la bande du Faucon, Guts et Casca inclus, Griffiths accepta l'offre en murmurant « Je sacrifie » et ainsi commença le massacre. Alors que ses anciens compagnons se faisaient dévorer et tuer par les apôtres présents, Griffiths commença sa transformation en dieu et tend à mener à mieux comprendre la nature humaine ainsi que la causalité, faisant également la rencontre de l'être suprême. Griffiths renaquit alors en tant que membre de la main de Dieu, ayant à présent le nom de Femto. Casca et Guts étaient les seuls survivants du massacre, et Femto attira à lui Casca, se mit à la violer devant les yeux de Guts qui tenta tout pour la sauver, en vain. Et c'est à ce moment-là que le Skull Knight fit son apparition, réussissant à entrer dans le monde parallèle et à sauver Guts et Casca malgré les attaques de Femto. Après être devenu un membre de la main de Dieu et à la suite de l'éclipse, Griffiths se retrouva dans un premier temps dans l'incapacité de se rematérialiser sur Terre. Il reverra Guts après que le comte, un apôtre, ait appelé la main de Dieu, et fou de rage à la vue de son ancien ami, Guts tentera de le tuer en vain car Griffiths avait de nouveaux pouvoirs pouvant le repousser sans problème. Par la suite, Griffiths réussira à se rematérialiser sur Terre, reprenant son apparence d'antan et se voyant accompagné de Zod, devenu son serviteur. Il revient sur Terre au moment où la population de Midland ne rêve que d'une chose, l'arrivée du Faucon de Lumière qui doit les sauver. Griffiths reverra une deuxième fois Guts ainsi que Ricket, un autre membre de la troupe du Faucon qui n'avait pas été entraîné dans l'éclipse, en haut de la colline des épées. Femto exprima alors auprès de ses anciens camarades qu'il ne ressentait aucun regret par rapport à ce qu'il avait fait, ce qui enragea Guts, profondément traumatisé par l'éclipse. Il fut cependant arrêté par Zod et tous les deux combattirent tellement violemment que la mire Gadot s'effondra. Casca arriva à ce moment-là et Griffiths la protégea des débris qui tombaient du plafond. Guts demanda alors à Zod de cesser le combat et il abandonna l'idée de se venger de Griffiths, conscient que son niveau ne lui permettait pas. Avant de partir, Femto rappela à Guts qu'il avait toujours été comme ça et que rien n'avait changé. Griffiths se rendit par la suite à la ville de Shet, à l'ouest du Midland, qui était sous le siège de l'armée Kushan. 4 apôtres présents sur le champ de bataille décidèrent de plaider allégeance à Femto, promettant de le servir, ce qu'il accepta, et avec sa nouvelle armée, le Faucon Blanc réussit à libérer la ville de l'armée Kushan. Par la suite, Griffiths et sa nouvelle bande du Faucon continuèrent à libérer des villes du Midland, réussissant également à libérer la princesse Charlotte, mais en parallèle de ça, l'armée Kushan attaqua la ville de Vritannis. La bande du Faucon arriva à nouveau à la rescousse de la ville, Griffiths réussissant à faire s'agenouiller l'empereur Kushan, Ganishka, le faisant rappeler ses forces. À la suite de ces événements, la princesse Charlotte, qui venait tout juste de se faire libérer par Griffiths, annonça son mariage avec ce dernier, ce qui le rendait encore plus important à la cour du Midland. Cependant, Ganishka, qui ne pouvait accepter sa défaite face à Griffiths, se transforma en une sorte d'abomination semblable à un apôtre. Le Faucon Blanc se rendit alors sur place sous la forme de Femto, et alors qu'il était sur le point de le tuer, le Skull Knight fit son apparition, prêt à en découdre avec Griffiths avec son épée faite en béhérite. Griffiths distordit alors l'espace afin de détourner l'attaque de Skull Knight vers Ganishka. Cette action eut pour conséquence de faire converger le monde physique et le monde astral en un seul, Fantasia. Griffiths décida par la suite de se rendre dans sa nouvelle ville, Falconia. Ricket se rendit également à Falconia et Griffiths alla à sa rencontre, lui demandant s'il partageait toujours les mêmes rêves que lui. Ricket se retrouvait coincé entre deux choses alors qu'il regardait son ancien compagnon. Il avait pu constater tous les miracles que Griffiths avait faits à Midland, mais il ne pouvait oublier la souffrance qu'il avait infligée à la bande du Faucon et en conséquent, il gifla Griffiths. Ricket expliqua à l'homme qu'il ne pourrait jamais vraiment le détester car il avait été son compagnon, mais que pour lui, la personne qui se trouvait à présent devant lui n'était plus le Griffiths qu'il avait connu, et de ce fait, il ne pouvait plus le suivre. Cet événement marque pour moi vraiment le dernier moment où Griffiths a un impact vraiment important et le dernier événement qui a un grand impact dans sa vie. Et je crois qu'aux dernières nouvelles, Griffiths est parti pour un endroit que l'on ne connaît pas trop. Et du coup, on va maintenant passer dans l'analyse psychologique du personnage. Du coup, pour la première fois dans cette émission, on va s'intéresser un petit peu à l'aspect psychologique du personnage, tout en gardant en tête que l'on ne connaît pas le passé et l'enfance de Griffiths, et que ce sont cependant des éléments importants pour établir un profil psychologique. Du coup, on va vraiment dresser un profil, on va dire, sans forcément utiliser les grands mots, mais dresser un petit peu un profil et faire une analyse de la psychologie de Griffiths, en utilisant du coup pas sa jeunesse, parce qu'on ne la connaît pas, mais uniquement des événements que l'on a connus dans son adolescence et dans sa vie adulte, et du coup je vais vous présenter tout ce que j'ai pu trouver durant mes recherches.
Pour décrire vraiment au mieux la personnalité de Griffiths, je pense que l'on peut utiliser les mots de Casca. Selon elle, il existe deux personnalités qui coexistent. Le vrai Griffiths, doux et pur comme un enfant, et le Griffiths corrompu, cruel et ambitieux. Au début du manga, Griffiths est vraiment montré comme quelqu'un d'extrêmement empathique mais également de sensible. On peut le voir à un moment manquer de pleurer à la vue d'un enfant mort, et on peut certes remarquer qu'il a vendu son corps pour réussir, mais disons que ça n'en fait pas vraiment quelqu'un de cruel pour autant. Au fur et à mesure de l'évolution de Griffiths, on se rendra compte qu'il s'assombrira de plus en plus, montrant de moins en moins cet aspect sensible, et ça ne sera en fait réanimé qu'au moment de l'arrivée de Guts, chez qui il trouvera un vrai camarade avec qui partager ses émotions. Griffiths reste cependant tiraillé entre le fait de réaliser ce rêve et le fait de sauver les personnes autour de lui, deux aspects incompatibles. Quand Guts décide finalement de quitter la bande du Faucon, l'homme se retrouve désemparé et détruit, Guts ayant été réellement la seule personne pour qui il a eu la moindre once d'affection, allant jusqu'à lui dire « je te veux » durant leur première rencontre. Le départ de Guts, ce sera vraiment ce qui mènera Griffiths à commettre sa plus grande erreur, en allant coucher avec Charlotte, ce qui le mènera vraiment à sa perte. Au final, il invoquera l'éclipse et il sacrifiera sa part d'humanité pour l'immortalité, devenant au même moment divin. Pour pouvoir vous expliquer davantage l'évolution psychologique de Griffiths, je vais me servir de l'article réalisé par Omar Palacios et Rodrigo Ayala appelé The Fall and Ascent of the White Oak, Semiotic Analysis of Griffiths, Antagonist of Berserk, et je vais vous résumer les points importants et je vais également vous mettre l'article dans la description pour ceux que ça intéresse. Il est en anglais mais il est quand même assez simple à comprendre. Selon eux, pour pouvoir définir si Griffiths a été conditionné pour invoquer l'éclipse, il faut se baser sur ce schéma que vous voyez, séparé en trois axes. Si idem, les éléments représentant le rôle et le devoir de Griffiths, mi referente, représentant l'enveloppe charnelle de Griffiths ainsi que les stimuli extérieurs, et si ispe, représentant les émotions de l'homme. Nous allons donc nous concentrer sur les éléments principaux de la vie de Griffiths, à commencer par son ascension avec sa décoration par le roi du Midland. Si on reprend le schéma, cet acte influence son si idem, son rang est en effet plus haut et il a plus de choses qui sont attendues de lui. Par conséquent, son si ipsé change également, cela rend Griffiths euphorique, et de ce fait son mi referente est influencé, il sourit joyeusement. Ensuite, l'élément le plus marquant est le départ de Guts, représentant le stimulus. Cette fois, c'est le mi referente qui est affecté et son si ipsé va changer, il ne pouvait pas imaginer que Guts puisse le battre en duel. Son euphorie est remplacée par la désillusion et la tristesse, et son si idem n'est cependant pas affecté car il garde ses responsabilités. En réaction à ce départ, Griffiths va aller séduire la princesse Charlotte, événement qui causera sa perte. Au moment de cette décision et de son rapport sexuel avec la princesse, son mi referente et son si ipsé semblent à nouveau calmes et stables, mais une fois qu'il se retrouve seul avec lui-même, la princesse endormie, il retourne dans un état de désespoir et de tristesse, retrouvant le même si ipsé qu'avant. Après avoir été secouru de la tour, il se revoit alors avant sa torture, et il entend les mots d'une vieille femme lui disant que s'il ne lutte pas, il finira par mourir. Ces mots sont alors le stimulus, et le si ipsé de Griffiths change alors. Il passe du doute à la résolution et la sérénité. Il est prêt à accepter la mort de ses compagnons, bien qu'il ait été manipulé pour. Enfin, durant l'éclipse, le stimulus est ici l'idée du mal, qui va modifier le si ipsé de Griffiths, changeant la crainte et la confusion en une forme de sérénité et d'acceptation. Le si idem change également, Griffiths devenant un membre de la main de Dieu, et non plus le leader de la bande du Faucon. Enfin, pour clôturer un petit peu cette partie, je vais vous donner très rapidement mon avis sur Griffiths, parce que je pense très sincèrement que c'est l'un des meilleurs antagonistes du manga, voire même du cinéma si on confond toutes les formes d'art qui consistent à écrire une histoire. Je vais du coup vous exprimer rapidement ce que je pense de lui, et je sais pas si vous êtes nombreux à partager mon avis, mais si jamais vous ne le partagez pas, ou si vous le partagez, vous pouvez évidemment le partager en commentaire, en expliquant un petit peu vos points de vue et ce que vous pensez de Griffiths. Du coup, moi je dirais que en fait, toute la partie d'avant Eclipse, en fait, toutes ses ambitions de grandeur sont quand même relativement explicables. Il est né pauvre, il avait des ambitions. On peut pas forcément en vouloir à quelqu'un qui a des ambitions, surtout quand on voit le monde de Berserk, comment il est sombre, comment le viol et la violence c'est quotidien. Donc le fait qu'il ait envie de devenir quelqu'un de grand, de diriger un royaume, ce n'est pas forcément grave en soi, surtout que le peu d'actes un petit peu répréhensibles je trouve, il le fait sur lui-même, donc c'est un choix de lui vis-à-vis de lui, le fait d'aller vendre son corps, c'est ce que lui pense de lui, c'est pas comme s'il avait envoyé Casca coucher à droite à gauche pour obtenir ce qu'il voulait. Donc disons que tout ce qui se passe avant l'éclipse est quand même globalement compréhensible de la part de Griffiths, et disons que c'est le juste avant l'éclipse, je sais pas si on est nombreux à partager cet avis, mais selon moi en fait, au vu de ce qu'il était devenu après sa torture, il pouvait plus marcher, il pouvait plus parler, il pouvait plus se battre, il ne serait plus jamais aussi beau qu'avant, il avait été défiguré, et ben en fait c'est tout ça plus le conditionnement
qu'il y a eu à ce moment-là qui l'ont poussé à activer le Beherit et à choisir de sacrifier en fait ses camarades. Donc en fait j'ai un petit peu de mal moi-même à critiquer, on va dire, l'initiative parce que fondamentalement au moment de mourir tous les humains sont profondément égoïstes. Donc est-ce qu'on peut vraiment en vouloir à Griffiths d'avoir pensé à lui à ce moment-là? Bien que ses amis aient fait énormément de bien pour lui, ça restait quelqu'un qui est quand même très narcissique, très fier, qui aimait beaucoup son physique. Est-ce qu'il aurait été prêt? Oui, il était prêt vu qu'il l'a fait, mais tout ça, à ce moment-là, il était tellement désespéré de voir qu'il allait mourir comme un chien que en fait ça l'a poussé à activer le Beherit. Et en fait je trouve que c'est un peu dur de le critiquer pour ça, parce que je pense que la grande majorité des humains l'auraient fait à sa place. Ce qui est évidemment critiquable, c'est tout ce qu'il va faire après, notamment le viol de Casca, qui n'était vraiment pas nécessaire, la torture qu'il a fait sur Guts, de violer sa femme, enfin, on peut dire sa femme, devant lui, tout ça c'était pas nécessaire, donc disons que tout ce qui est post-éclipse, et même les 5 minutes avant l'éclipse, et même le moment avant qu'il devienne Femto, moi je comprends tout à fait. Tout ce qui est instant d'après, j'ai du mal à le comprendre, donc c'est à peu près comme ça la vie que j'ai sur Griffiths, mais toujours est-il que je trouve que c'est un personnage vraiment excellent et qu'il n'y a rien à redire sur son écriture, c'est vraiment génial. Du coup merci d'avoir regardé cette vidéo sur Griffiths, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait une vidéo sur Berserk, je crois que la dernière c'était Guts, donc on est sur une bonne lancée de faire Guts puis Griffiths, ensuite on verra ce dont on va parler pour cet univers. En tout cas j'espère que ça vous a vraiment plu, je vous laisse l'écrire en commentaire, mettre un like, partager la vidéo si vraiment ça vous a plu et ça vous a parlé, et n'hésitez pas à mettre en suggestion d'autres épisodes que vous voulez voir. En attendant moi je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo, ciao.